Tu crois peut-être que se connaître soi-même est une belle idée, une sorte de voyage doux et lumineux, un chemin de sagesse comme on en lit dans les livres de développement personnel, mais Blavatsky disait exactement l'inverse. Se connaître est un acte dangereux. Pas dangereux comme un risque extérieur, dangereux parce que cela déchire ton monde intérieur. Cela efface les illusions avec lesquelles tu as survécu jusque-là. Cela arrache les masques que tu portes depuis l'enfance. Cela brûle les mensonges que tu utilisais pour respirer. Et tu sens déjà ce frémissement, ce trouble sourd, lorsque tu commences à regarder en toi avec un peu trop d'honnêteté. Comme si quelque chose dans l'ombre te disait « ne va pas plus loin ». Pourtant, tu continues. Et c'est là que le mystère s'ouvre. Les neurosciences modernes ont prouvé que le cerveau résiste à la vérité intérieure. L'université de Bordeaux a démontré que lorsqu'une personne affronte une dissonance profonde entre ce qu'elle croit être et ce qu'elle est réellement, le cerveau active les mêmes zones que celles liées à la douleur physique. Tu comprends ce que cela veut dire ? Te connaître vraiment fait mal. Pas symboliquement, pas poétiquement, physiquement. Et cette douleur est la première barrière qui protège la chambre intérieure où repose ton véritable être. Blavatsky disait que l'âme enferme sa vérité derrière une porte brûlante. Seuls ceux qui acceptent de se brûler un peu peuvent la franchir. Les traditions anciennes confirment cette sagesse brutale. Dans le bouddhisme, on dit que l'homme doit mourir avant de mourir pour se voir réellement. Dans l'hermétisme, le premier commandement est « connais-toi toi-même », non pas pour t'apaiser, mais pour te dépouiller. Les mystiques chrétiens parlaient point de l'œil qui regarde en arrière, ce moment où tu vois tes propres ténèbres au lieu d'accuser le monde. Même les Grecs savaient que l'autoconnaissance est une épreuve. Ils plaçaient l'inscription Gnotiseuton à l'entrée du temple de Delphes, comme un avertissement, pas comme une invitation. Et les premiers signes arrivent toujours de manière subtile. Tu sens un léger malaise quand tu es seul. Tu remarques un vide étrange entre tes pensées. Tu as l'impression que certaines choses que tu fais, certaines paroles, certains comportements, ne t'appartiennent pas vraiment. Ce sont les premiers murmures du mystère, le moment où ton être profond frappe doucement à la porte, espérant que tu l'entendras. Mais il n'insiste pas. C'est toujours toi qui dois ouvrir. Tu peux ignorer ce frémissement pendant des années, ou tu peux, comme Blavatsky l'enseignait, t'arrêter, respirer et dire « montre-moi ce que je cache ». Puis viennent les étapes plus intenses. D'abord, tu reconnais un mensonge. Un seul. Peut-être une habitude, une façade, une version de toi que tu montres aux autres. Ensuite, tu en vois un deuxième. Puis un troisième. Le château intérieur commence à se fissurer. Les psychologues appellent cela la fragmentation de l'ego. Mais Blavatsky y voyait quelque chose de bien plus grand, la première secousse de la vérité. Quand les illusions tombent, elles ne tombent jamais en douceur. Elles tombent comme des pierres. Elles laissent la poussière partout. Elles font du bruit. Elles te fatiguent. Mais elles libèrent aussi un espace nouveau en toi, un espace où la lumière peut enfin entrer. Et tu remarques que cette recherche intérieure ne reste jamais confinée à toi. Elle affecte les autres. Ta famille réagit étrangement. Tes amis te trouvent différent. Certains s'approchent, d'autres s'éloignent. Les liens se réorganisent, comme si ta transformation personnelle créait une onde qui modifie tout autour. Les chercheurs en psychologie sociale appellent à cela résonance identitaire. Blavatsky parlait d'un phénomène beaucoup plus profond, l'éveil d'un nœud karmique. Quand tu changes, tu obliges les autres à se repositionner. Certains t'admirent, d'autres te craignent, peu restent indifférents. C'est pour cela que Blavatsky insistait tant sur le protocole de protection. Pas une protection mystique, mais une protection de lucidité. Tu dois éviter les conversations inutiles. Tu dois te retirer quand ton esprit devient trop perméable. Tu dois apprendre à dire non pour préserver la construction délicate de ton soi naissant. Tu dois protéger ton silence comme on protège une graine fragile dans un sol froid. Les neurosciences montrent que, durant l'introspection profonde, le cerveau a besoin de périodes de calme pour réorganiser ses réseaux. Blavatsky le savait intuitivement. Celui qui s'observe doit marcher doucement. Et alors, après la lutte, après le malaise, après les frémissements et les révélations, un nouvel état apparaît. Un état étrange, presque solennel. Tu sens quelque chose tourner en toi, se déplacer, se redresser. Tu sens une présence, pas une présence extérieure. La tienne, celle que tu avais oubliée, celle que tu avais cachée, sous l'obligation d'être acceptable, aimable, fonctionnelle. Cette présence ne parle pas. Elle observe, elle respire, elle est toi. Et dans ce silence rare, profond, presque sacré, un écho s'élève du fond de ton être. Un écho grave, lent, irréfutable qui dit « Te connaître n'est pas un confort, c'est un début qui te transformera à tes fins. Tu crois connaître ton esprit parce que tu connais tes pensées, tu crois connaître ton cœur parce que tu connais tes émotions. » Mais Blavatsky répétait, presque avec une impatience divine, que l'être humain ne voit de lui-même que le rez-de-chaussée, jamais les sous-sols. Il y a en toi une chambre cachée, une pièce fermée depuis si longtemps que tu as oublié son existence.
Elle ne contient pas des monstres, elle contient quelque chose de bien plus difficile. Ta vérité non filtrée. Pas l'histoire que tu racontes aux autres, pas le personnage que tu joues, pas la version édulcorée de toi-même, celle que tu montres pour survivre socialement. Non, cette chambre renferme ce que tu es quand tu ne cherches plus à être aimé. Les neurosciences modernes commencent, timidement, à confirmer cette intuition que les anciens savaient depuis des millénaires. Des chercheurs de l'Université de Lyon ont découvert que le cerveau garde en mémoire des schémas inconscients qui ne s'activent que dans la solitude profonde, dans le silence total ou sous l'impact d'un choc émotionnel. C'est comme si une porte intérieure ne s'ouvrait que lorsque ton esprit est suffisamment vulnérable pour accepter ce qu'il va trouver derrière. Blavatsky disait que cette chambre est protégée par le gardien du seuil, une métaphore pour la résistance intérieure, ce mécanisme psychique qui t'empêche de regarder ce qui pourrait t'ébranler. Les traditions anciennes décrivaient toute cette chambre secrète. Dans le bouddhisme, elle est appelée le mental obscur, la zone où résident les impressions karmiques, celle qui sculpte tes réactions sans que tu en sois conscient. Dans le christianisme mystique, on parle du cœur profond, ce lieu où Dieu et l'homme se rencontrent sans intermédiaire et où aucun mensonge ne peut entrer. Les hermétistes la nommaient le sanctuaire intérieur, un espace où l'âme se tient droite, nue, prête à être vue. Et chaque tradition insistait sur un fait dérangeant. Ce lieu n'est accessible qu'à ceux qui acceptent d'abandonner leur masque. Les premiers signes que tu t'approches de cette chambre sont toujours déroutants. Tu te surprends à avoir des pensées plus anciennes que ta mémoire consciente. Des images te viennent sans explication. Des peurs que tu croyais vaincues ressurgissent. Des désirs oubliés se réveillent. C'est comme si ton esprit commençait à dégeler une partie de toi qui était prisonnière depuis longtemps. Et tu te demandes, pourquoi maintenant ? Blavatsky répondrait, parce que tu n'es plus assez endormi pour l'éviter. Puis les étapes deviennent plus intenses. D'abord, la résistance. Tu sens une tension quand tu t'approches intérieurement de ce que tu dois voir. Tu trouves 1000 distractions. Tu repousses l'introspection. Tu choisis la fatigue plutôt que l'honnêteté. Ensuite, la fissure. Tu laisses entrer un rayon de lucidité et tu sens une douleur étrange, comme si quelque chose se décollait de ton âme. Les neurosciences décrivent cela comme une révélation cognitive, le moment où une vérité enfouie remonte. Mais Blavatsky disait que c'est le moment où l'âme souffle sur la poussière pour révéler ce qui a été oublié. Et ce phénomène n'est jamais individuel. Quand tu commences à ouvrir la chambre cachée, ton comportement change, même subtilement. Tu dis moins de choses inutiles. Tu tolères moins les faux-semblants. Tu choisis le silence plutôt que les jeux sociaux. Et les autres réagissent. Certains se sentent mis à nu face à toi. D'autres te reprochent d'être trop sérieux, trop profond, trop différent. Les sociologues appellent cela une modification des dynamiques de rôle. Blavatsky, plus direct, disait que quand tu vois ta vérité, tu deviens incapable de jouer les mensonges des autres. C'est pourquoi tu dois utiliser le protocole de protection, car entrer dans cette chambre intérieure demande une stabilité que tu n'avais peut-être jamais expérimentée. Ne t'expose pas aux foules, ne partage pas tes découvertes trop vite, ne cherche pas à être compris. La neuroscience confirme que, durant les phases d'introspection profonde, le cerveau doit limiter les stimulations pour éviter la surcharge émotionnelle. Blavatsky disait « Celui qui ouvre la porte intérieure doit d'abord apprendre à fermer les portes extérieures. Et alors, lentement, presque imperceptiblement, tu franchis la frontière. Tu entres dans cette pièce oubliée. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une illumination. C'est un silence. Un silence épais, presque sacré, où tu perçois pour la première fois l'écho authentique de ton être. Tu sens une présence forte, immobile, ancienne. Toi, mais toi, sans filtre, sans convenance, sans peur de déplaire. Et dans ce silence, un murmure s'élève. Il n'est pas agressif, il n'est pas sentimental. Il dit simplement « Voilà qui tu es. Oseras-tu rester ici ?» Et c'est à partir de ce murmure que le vrai autoconocimiento commence. Il existe un moment dans la vie où tu commences à sentir, sans savoir expliquer, que tu t'es éloigné de toi-même. Ce n'est pas un drame soudain, pas une crise spectaculaire, pas une douleur évidente. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus perfide. Un glissement intérieur, un déplacement silencieux de ton propre centre. Blavatsky disait que l'être humain s'éloigne de son essence non pas par choix, mais par accumulation. Un compromis ici, un silence là, une peur avalée sans réflexion, une vérité évitée parce qu'elle brûlait un peu trop. Et un jour, tu te réveilles dans une version de toi qui n'a plus ton visage intérieur. Une version polie, fonctionnelle, adaptée, mais creuse. Et tu sens une fatigue inhabituelle, comme si ton âme tentait de te rappeler quelque chose. Les neurosciences modernes ont un nom pour ce phénomène, l'incongruence identitaire. Des chercheurs de l'Université de Strasbourg ont montré que lorsque nos actions ne correspondent plus à nos valeurs profondes, le cerveau active des signaux de stress subtils, un inconfort léger, une irritabilité étrange, une perte de concentration, une sensation de lourdeur dans le corps.
Ce ne sont pas des symptômes graves, mais ils indiquent une dissonantia entre le soi réel et le soi social. Blavatsky l'avait dit un siècle plus tôt. L'âme chuchote longtemps avant de crier. Les traditions anciennes reconnaissaient ces signes depuis toujours. Les bouddhistes les appelaient les vents contrariés, cette agitation intérieure qui indique que tu t'es écarté du chemin. Les mystiques chrétiens parlaient du cœur qui se retire, un malaise silencieux qui t'avertit que tu vis à la surface de toi-même. Les Grecs, dans leurs écoles philosophiques, disaient que l'homme qui se perd se met à agir comme un étranger dans sa propre maison. Toutes ces métaphores décrivent la même réalité. Tu sais quand tu t'es trahi, et les premiers signes sont toujours subtils, tellement subtils que la plupart des gens passent leur vie entière sans les écouter. Tu sens une légère oppression au réveil, comme si ton corps refusait de se lever dans la vie que tu mènes. Tu sens une tristesse sans cause, une tension dans la nuque, une respiration plus courte. Tu esquives certains miroirs parce qu'ils te renvoient un visage qui ne te ressemble plus. Tu fais des choix automatiques, mécaniques, presque anesthésiés. C'est cette anesthésie, justement, qui est le premier signal d'alarme. Le monde ne te touche plus comme avant, et tu crois que tu es juste fatigué. Mais ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'éloignement. Puis viennent les signes invisibles mais plus insistants. Tu perds l'intérêt pour ce que tu aimais. Tu te sens vidé après certaines conversations. Tu te surprends à rire sans joie, à parler sans conviction, à agir sans intention. Parfois, tu sens même un décalage étrange entre ce que tu ressens et ce que tu montres, comme si tu portais un costume trop lourd. Les psychologues appellent à cela la dissociation légère, cette sensation de ne plus habiter son propre corps. Blavatsky y voyait le symptôme le plus clair. Quand tu commences à quitter ton âme, ton corps le sait avant ton esprit. Et ce phénomène ne reste jamais intérieur. Il glisse dans tes relations. Tu remarques que certaines personnes te fatiguent davantage qu'avant, que d'autres, au contraire, te semblent soudain plus vraies, plus lumineuses. Les groupes dont tu fais partie deviennent inconfortables. Les discussions superficielles t'ennuient. Les obligations sociales te semblent presque irréelles. Les sociologues appellent cela un décrochage identitaire. Blavatsky, fidèle à sa lucidité implacable, disait que c'est simplement l'être réel qui tente de reprendre sa place. C'est à ce moment que tu dois faire appel au protocole de protection intérieure. Non pas pour te défendre du monde, mais pour te défendre de la version de toi que tu as laissé le monde fabriquer. Tu dois faire des retraits stratégiques, ignorer les distractions, réduire les interactions mécaniques, dire non aux attentes qui ne sont pas les tiennes. Les neurosciences montrent que, pour retrouver son soi profond, le cerveau doit réduire le bruit extérieur afin de laisser émerger les signaux internes. Blavatsky disait exactement la même chose, mais avec une poésie plus tranchante. Celui qui veut se retrouver doit d'abord se retirer de ce qu'il a perdu. Et alors, dans ce silence que tu crées volontairement, quelque chose remonte, une émotion ancienne, une mémoire, un désir que tu avais enterré, un morceau de toi que tu croyais disparu. Tu le reconnais, tu sais que c'est toi. Et dans cette reconnaissance, tu sens un frémissement, un souffle, une chaleur, un éclair intérieur. C'est l'âme qui dit « enfin ». Et lorsque tu l'entends, même faiblement, même une seule fois, tu sais que tu ne peux plus ignorer les signes, parce que c'est dans ces signes invisibles que commence le retour vers ton vrai visage. Il y a quelque chose de terriblement ironique chez l'être humain. Il se perd rarement dans les ténèbres, il se perd en plein jour, sous la lumière, sous les regards, sous les habitudes. Blavatsky disait que la plupart des gens ne se cachent pas derrière un seul masque, mais derrière une centaine, créés au fil des années pour se protéger, pour plaire, pour survivre, pour éviter la douleur de se montrer tels qu'ils sont vraiment. Et le plus tragique, nous finissons par croire que ces masques sont notre visage. Nous oublions la peau qui respire dessous. Nous oublions le regard derrière le regard. Nous oublions la vérité la plus élémentaire. Personne ne nous a jamais rencontrés. Les neurosciences modernes appellent cela la construction identitaire adaptative. L'Université de Genève a démontré que le cerveau crée des versions de soi modulées pour chaque contexte social. L'ami, le collègue, l'enfant, le partenaire, le citoyen, le confident, le comédien social. Ces identités ne sont pas des mensonges, elles sont des stratégies. Mais lorsque la stratégie devient permanente, lorsque l'adaptation remplace l'essence, lorsque le rôle dévore l'acteur, quelque chose se perd. Blavatsky disait que l'homme moderne est un théâtre ambulant qui a oublié le spectateur intérieur. Les traditions anciennes connaissaient ce danger. Les bouddhistes parlaient des agrégats illusoires, les couches successives qui recouvrent le vrai soi. Les mystiques chrétiens évoquaient la tunique des apparences, un vêtement que l'âme doit déchirer pour renaître. Les hermétistes parlaient du visage de l'ombre, la personnalité façonnée par la peur. Même les Grecs anciens, dans leurs tragédies, montraient des héros détruits, non par leurs ennemis, mais par les masques qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Le message était clair, on ne souffre pas du monde, on souffre de la distance entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Et les premiers signes de cette perte sont presque imperceptibles.
Tu sens que ta voix change selon la personne à qui tu parles. Tu remarques que certaines phrases sortent de ta bouche comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Tu te surprends à sourire alors que rien ne t'amuse. Tu joues la stabilité quand tu trembles à l'intérieur. Tu deviens prudent, approprié, adapté. Mais tu sais, au fond, tu sais que tu t'éloignes. Ce n'est pas dramatique au début, c'est un léger décalage, une micro-fissure. Mais c'est ainsi que tout commence, par une perfection qui étouffe. Puis les étapes s'accélèrent. Tu te rends compte que tu es épuisé non par le travail, mais par la performance, que tu peux passer une journée entière entouré de gens sans avoir été toi une seule seconde, que certaines relations ne reposent pas sur ton être, mais sur ton rôle, que certaines amitiés ne seraient jamais nées si tu avais osé te montrer réellement. Les psychologues parlent de fatigue identitaire. Blavatsky, plus incisive, disait que c'est le moment où l'âme ne reconnaît plus le corps qu'elle habite. Et le phénomène se propage autour de toi. Tu observes que certaines personnes te préfèrent masquer. Elles aiment la version polie, contrôlée, docile. Elles se sentent menacées par ta vérité, parce qu'un seul être vrai expose le mensonge de tous les autres. En revanche, certains se rapprochent de toi dès que tu laisses tomber un masque, même légèrement, comme si ta vulnérabilité réveillait en eux quelque chose qu'ils avaient oublié. Les sociologues décrivent cela comme une réaction de reconfiguration relationnelle. Blavatsky disait simplement « La vérité attire la vérité, le mensonge attire le mensonge. C'est pour cela que tu dois apprendre le protocole de protection lorsqu'un masque tombe, parce que ce moment est dangereux, fragile. Tu sens ta peau nue dans un monde rempli d'attentes, alors protège-toi. Ne révèle pas tout à tout le monde. Ne confie pas tes vérités à ceux qui vivent encore endormis. Ne permets pas aux regards extérieurs de modeler ta renaissance. Les neurosciences montrent que la conscience émergente est extrêmement vulnérable aux critiques, à la pression sociale, au jugement. Blavatsky disait « Ne montre ton vrai visage qu'à ceux qui savent regarder ». Et alors, quelque chose se passe. Un jour, au milieu d'une conversation banale, tu sens une fissure dans ton masque, tu sens qu'il glisse, tu sens qu'il ne tient plus, et tu respires. Tu respires pour la première fois depuis longtemps. Cette respiration est étrange, presque douloureuse, comme si tes poumons avaient passé des années compressés par les attentes. Et dans ce souffle plus profond, tu entends un murmure intérieur, calme, ferme, presque solennel. Tu n'as jamais été ton masque. Ce murmure change tout, parce qu'à partir dès cet instant, tu n'acceptais jamais de te perdre en plein jour. Il existe en toi une ombre, pas une ombre négative, pas un monstre tapi dans les profondeurs, pas une forme obscure prête à te dévorer. Non, l'ombre dont parlait Blavatsky est bien plus subtile, bien plus complexe, bien plus ancienne que ça. C'est cette partie de toi que tu as enterrée vivante pour pouvoir survivre au monde, ce que tu as sacrifié pour être accepté, ce que tu as étouffé pour être aimé, ce que tu as nié pour être normal. Cette ombre n'est pas ton ennemi. Elle est ton essence refoulée. Elle est toi, mais toi, elle est ta brute. Le problème, c'est que tu as appris à en avoir peur. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Le cerveau humain refoule certains aspects de soi, non par choix, mais par nécessité. L'Université de Bruxelles a identifié des mécanismes neuronaux qui isolament les expériences émotionnelles inassimilables pour protéger l'équilibre psychique. Le problème ? Tout ce qui est enterré vivant cherche tôt ou tard à ressortir. Et cela ressort souvent sous la forme de comportements étranges, de peurs irrationnelles, de colère soudaine, de tristesse sans raison. Ce que la science appelle le matériel refoulé est précisément ce que Blavatsky appelait l'ombre fondamentale. Une part de toi si vraie, si puissante, si indomptée que tu as préféré la cacher. Les traditions anciennes décrivaient cette ombre sous des noms différents. Les bouddhistes la voyaient comme le karma latent, les impressions anciennes qui orientent tes choix sans que tu en aies conscience. Les mystiques chrétiens disaient qu'il s'agit de l'homme intérieur, celui qui frappe à la porte lorsque le masque extérieur se fissure. Dans la mythologie grecque, c'est le démon, l'esprit intérieur, que l'homme trahit lorsqu'il se conforme. Jung l'appellerait plus tard l'ombre, mais Blavatsky avait déjà dit « L'homme fuit ce qu'il est, et c'est cette fuite qui crée la souffrance. » Les premiers signes que ton ombre tente de remonter sont subtils, comme toujours. Tu ressens une irritation que tu ne comprends pas, un refus intérieur sans explication, une nostalgie étrange, comme si tu regrettais une partie de toi que tu n'as jamais vraiment connue. Tu sens une énergie en toi qui pousse, qui cogne, qui voudrait parler, mais tu la fais taire parce qu'elle n'est pas appropriée, parce qu'elle dérange, parce qu'elle exige une honnêteté radicale. Blavatsky disait que c'est à ce moment-là que l'homme crée son propre emprisonnement. Il enterre son feu vivant pour satisfaire le monde mort. Puis les étapes deviennent plus intenses. L'ombre commence à se manifester dans tes relations. Tu te surprends à réagir trop fortement, ou pas du tout. À aimer trop vite, ou à te retirer brusquement. À dire des vérités brutales ou à garder un silence qui hurle. Tu sens que quelque chose te dépasse, te pousse à agir depuis un endroit que ton intellect ne contrôle pas.
Les psychologues modernes parlent de retour du refoulé. Blavatsky disait simplement « l'ombre réclame ce qu'on lui a pris ». Et cette ombre n'agit jamais seule. Elle influence ceux qui t'entourent. Certaines personnes réagissent instinctivement à elle. Elles sentent ton authenticité brute. Elles l'aiment ou la redoutent. Elles te trouvent plus vraie, mais aussi plus difficile à prévoir. D'autres fuient, parce qu'une âme qui se libère dérange les âmes qui se sont enchaînées elles-mêmes. Les sociologues observent que, quand une personne cesse de jouer un rôle, les dynamiques relationnelles se renversent. Blavatsky disait que l'ombre réveille l'ombre des autres, et que c'est dans cette friction que naissent les transformations collectives. C'est ici que le protocole de protection devient vital, parce que rencontrer ton ombre, l'accueillir, ne signifie pas tout dire, tout montrer, tout exploser. Cela signifie créer un espace intérieur où tu peux l'écouter sans te détruire, réduire le bruit extérieur, éviter les personnes qui étouffent ton énergie, protéger le temps où tu te confrontes à toi-même. Les neurosciences montrent que, durant l'intégration des parties refoulées, le système nerveux devient hypersensible. Blavatsky disait « On ne rencontre pas son ombre en public. On la rencontre dans la solitude silencieuse. Et alors, lentement, ton ombre cesse d'être une menace, parce qu'elle n'était jamais ton ennemi. Tu commences à la reconnaître dans ton courage, dans tes intuitions, dans tes passions, dans tes limites franchies, dans ta colère justifiée, dans tes désirs silencieux. Tu vois qu'elle n'est pas noire, elle est vivante, elle est sauvage, elle est toi sans conditionnement. Et dans ce moment rare, profond, presque sacré, tu sens une chaleur se répandre dans ta poitrine. C'est ton être véritable qui revient. Et dans ce retour, tu entends un murmure intérieur, clair, grave, inévitable. Ce que tu fuyais était toi. Et ce murmure marque le début de quelque chose que tu ne pourras plus arrêter, la réintégration de ton être réel. Il existe un moment, au milieu du chemin intérieur, où tu perds complètement l'illusion de contrôler ton propre destin. Tu ne diriges plus le processus. Tu ne définis plus le rythme. Tu ne choisis plus ce que tu veux voir ou non. C'est la vérité qui te choisit. Blavatsky disait que la révélation véritable n'est jamais une quête volontaire. Elle est une confrontation imposée. Tu peux fuir ton ombre pendant des années, tu peux jouer des personnages, tu peux t'étourdir de distractions, tu peux anesthésier ton esprit sous 1000 couches de rationalité, mais, un jour, la vérité intérieure te rattrape. Elle te saisit par le cœur, et elle exige que tu la regardes. Et à cet instant, tu comprends que l'autoconocimiento n'est pas un geste doux, c'est un choc. Les neurosciences modernes confirment cette dynamique étrange. Des chercheurs de l'université de Lausanne ont découvert que lorsqu'une vérité refoulée devient trop lourde, le cerveau déclenche une sorte de réaction en chaîne émotionnelle. Ils appellent cela l'irruption du contenu inconscient. Blavatsky l'avait décrit bien avant sous le nom de déflagration intérieure. Ce moment où ce que tu caches éclate en toi, comme si une fissure secrète venait de céder sous la pression. Tes émotions soudain se déversent, ta lucidité devient presque violente, tes certitudes se liquéfient. Tu as l'impression que quelque chose en toi se casse, mais ce n'est pas une cassure, c'est une ouverture. Les traditions anciennes ont toujours décrit cette étape comme un seuil dangereux, sacré, inévitable. Dans le bouddhisme, c'est le moment du miroir brûlant, celui où tu vois enfin le reflet que tu avais refusé de regarder. Dans le christianisme mystique, c'est la visitation de la vérité, une lumière intérieure qui te traverse comme une lame. Les hermétistes parlaient du point de renversement, l'instant où la matière intérieure se retourne contre l'illusion extérieure. Dans chaque tradition, la vérité n'est jamais présentée comme un réconfort, mais comme une épreuve. Les premiers signes que cette révélation approche sont troublants. Tu sens une agitation étrange dans ton esprit, comme si quelque chose se préparait en silence. Tes rêves deviennent plus clairs, plus symboliques. Tes souvenirs remontent, sans que tu les appelles. Tu te surprends à penser à des choses que tu évitais depuis des années. Tu vois des motifs répétés dans ta vie que tu n'avais jamais remarqués. Tu sens que quelque chose insiste, comme un animal enfermé qui gratte derrière une porte intérieure. La plupart des gens ignorent ces signes. Toi, tu ne pourras plus. Puis la vérité se manifeste, pas sous forme d'une illumination mystique, mais comme une évidence brutale. Tu te surprends à dire une phrase et tu réalises qu'elle porte une vérité immense. Tu ressens une émotion, et elle te révèle quelque chose que ton mental avait nié. Tu observes un geste, un souvenir, un regret, et soudain tout s'aligne. C'est comme si un voile tombait, mais au lieu de lumière, c'est la lucidité qui entre. Une lucidité presque trop vive, trop crue, trop sincère pour être ignorée. Les psychologues parlent de crise de clarification identitaire. Blavatsky, plus tranchante, disait « La vérité intérieure se montre lorsque l'âme en a assez d'être gaspillée. Et ce moment n'appartient jamais qu'à toi. Il crée un tremblement autour de toi. Les gens le sentent, inconsciemment. Certains se rapprochent parce qu'ils reconnaissent en toi un courage qu'ils n'ont jamais eu. D'autres s'éloignent, car ta lucidité expose leur propre fuite. Certains te jugent, d'autres te comprennent trop bien. La vérité est contagieuse. Elle dérange, elle éclaire,
Les sociologues appellent isso de reajustement relationnel. Blavatsky dizia que ser que vê a verdade força todos os outros a verem algo, nem que seja apenas o reflexo de sua própria negação. C'est ici que le protocole de protection devient crucial. Tu dois apprendre à contenir la vérité sans qu'elle te détruise et sans qu'elle détruise ton entourage, car la révélation brute peut être incendiaire. Elle peut te pousser à vouloir réagir, confronter, corriger, annoncer, bouleverser. Mais Blavatsky avertissait. La vérité doit être digérée avant d'être dite. Les neurosciences confirment que, après un moment de révélation intérieure, le cerveau doit stabiliser les circuits émotionnels avant de prendre des décisions. C'est pourquoi tu dois te retirer un moment, respirer, observer, laisser la vérité se déposer en toi comme une poussière d'or. Et alors, quelque chose change irréversiblement. Tu n'as plus peur de toi-même. La vérité que tu redoutais devient un terrain solide sous tes pieds. Tu sens une force nouvelle, non pas agressive, mais tranquille. Une force qui dit « je sais », pas comme une arrogance, comme une certitude intime. Et dans ce nouvel espace intérieur, tu entends un murmure qui n'est plus une menace, mais une libération. Tu n'étais pas perdu. Tu te cachais. Et c'est à partir des instants que la vérité intérieure cesse de te rattraper. Elle commence à te guider. Il arrive un moment, si tu suis ce chemin avec une sincérité absolue, où le monde extérieur commence à réagir à ton mouvement intérieur. Ce que Blavatsky appelait la réaction de l'éther collectif. Ce n'est plus seulement toi qui change, c'est ton environnement qui se déplace autour de toi, comme si l'air devenait épais, comme si les objets, les gens, les regards, les lieux, tout semblait pressentir que quelque chose en toi s'est déplacé pour de bon. Et c'est là que commence l'attaque silencieuse. Elle ne vient pas avec des cris ni des confrontations directes. Elle vient sous la forme de malentendus soudains, de tensions étranges, d'accusations voilées, de gens qui s'éloignent sans raison, d'autres qui se rapprochent, mais pour te réduire. Tu sens que quelque chose d'invisible veut te ramener dans l'ancien toi, parce que ta métamorphose silencieuse remet en question les constructions collectives. Et le collectif n'aime pas l'instabilité. Le collectif préfère la cohérence, même si elle a été fausse. Blavatsky disait « La liberté individuelle provoque l'inconscient collectif comme un cri dans une cathédrale vide ». Les neurosciences sociales, aujourd'hui, le confirment. Les études menées à Stanford ont montré que les cerveaux humains sont interconnectés par des réseaux empathiques qui détectent les changements subtils de comportement, d'énergie, de langage non verbal. Quand tu changes en profondeur, même sans parler, le système nerveux des autres perçoit une rupture. Et cette rupture crée un malaise, parce qu'elle force les autres à sentir leur propre immobilité. Blavatsky disait que le simple fait de se libérer devient une menace pour ceux qui vivent encore enchaînés. Les traditions anciennes avaient déjà compris cela. Dans certaines lignées mystiques, les disciples étaient isolés pendant les phases de transformation pour éviter les interférences énergétiques. Les chamans partaient seuls dans la forêt, les ascètes montaient en montagne, les prophètes disparaissaient dans le désert. Ils savaient que le monde réagirait violemment aux changements silencieux, que la lumière naissante attire les projections, que l'évolution intérieure devient un miroir déformant pour les autres, et que tout ce qui est en toi, non résolu, va être testé dans la matière. Les premiers signes de cette attaque sont discrets. Tu sens une fatigue anormale après certaines rencontres. Des mots te blessent plus qu'ils ne le devraient. Tu rêves que tu retombes dans d'anciens schémas. Tu ressens des tentations de revenir en arrière, de te faire petit, de douter de ce que tu as vu. Tu remets en question ton ressenti, ton intuition, ton avancée. Et c'est ainsi que commence la véritable bataille. Pas contre les autres, mais contre l'ancien en toi qui cherche encore à plaire au monde. Puis viennent les phases plus dures, des conflits surgissent, des figures d'autorité te testent, des proches exigent des explications que tu ne peux pas donner, des relations s'écroulent, pas parce que tu as changé brutalement, mais parce que tu ne fais plus semblant, parce que tu ne portes plus le costume, parce que tu n'es énergiquement plus la même personne. Et ceux qui émettent l'ancien toi le ressentent. Ils ne savent pas toujours le formuler, mais ils sentent que quelque chose leur échappe. Et au lieu de s'adapter, ils résistent, ils attaquent, ils sabotent, pas par méchanceté, par peur. C'est pourquoi tu dois activer le protocole de protection de conscience. Blavatsky l'enseignait sous forme d'image. La conscience est un manteau de feu. Tu ne dois pas le poser sur n'importe qui. Cela signifie choisir avec soin ce que tu révèles. À qui, à quel moment. Cela signifie renforcer ton espace intérieur avec des rituels, des silences, des retraits stratégiques. Cela signifie écouter ton corps lorsqu'il dit « cette rencontre m'épuise ». Cela signifie honorer ton intuition même quand elle n'est pas logique. Les neurosciences confirment que l'intelligence intuitive du corps est souvent plus rapide et plus précise que l'analyse rationnelle. Blavatsky disait « quand le monde devient flou, c'est que tu vois enfin clair ». Et alors, au cœur de cette tempête silencieuse, quelque chose décroche en toi. Tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de vouloir être compris, tu arrêtes de lutter contre l'incompréhension, parce que tu comprends, d'un coup, que ce n'est pas à propos des autres. C'était ton test, ta preuve, ton initiation.
Et dans ce silence lucide, tu entends enfin la phrase qui te manquait depuis le début. Tu n'étais pas attaqué, tu étais initié. Il arrive un moment, si tu suis ce chemin avec une sincérité absolue, où le monde extérieur commence à réagir à ton mouvement intérieur. Ce que Blavatsky appelait la réaction de l'éther collectif. Ce n'est plus seulement toi qui change, c'est ton environnement qui se déplace autour de toi. Comme si l'air devenait épais, comme si les objets, les gens, les regards, les lieux, tout semblait pressentir que quelque chose en toi s'est déplacé pour de bon. Et c'est là que commence l'attaque silencieuse. Elle ne vient pas avec des cris, ni des confrontations directes. Elle vient sous la forme de malentendus soudains, de tensions étranges, d'accusations voilées, de gens qui s'éloignent, sans raison. D'autres, quelque chose qui se rapproche, mais pour te réduire. Tu sens que quelque chose d'invisible veut te ramener dans l'ancien toi, parce que ta métamorphose silencieuse remet en question les constructions collectives. Et le collectif n'aime pas l'instabilité. Le collectif préfère la cohérence, même si elle est fausse. Blavatsky disait « La liberté individuelle provoque l'inconscient collectif comme un cri dans une cathédrale vide. » Les neurosciences sociales, aujourd'hui, le confirment. Des études menées à Stanford ont montré que les cerveaux humains sont interconnectés par des réseaux empathiques qui détectent les changements subtils de comportement, d'énergie, de langage non verbal. Quand tu changes en profondeur, même sans parler, le système nerveux des autres perçoit une rupture. Et cette rupture crée un malaise, parce qu'elle force les autres à sentir leur propre immobilité. Blavatsky disait que le simple fait de se libérer devient une menace pour ceux qui vivent encore enchaînés. Les traditions anciennes avaient déjà compris cela. Dans certaines lignées mystiques, les disciples étaient isolés pendant les phases de transformation pour éviter les interférences énergétiques. Les chamans partaient seuls dans la forêt, les ascètes montaient en montagne, les prophètes disparaissaient dans le désert. Ils savaient que le monde réagirait violemment aux changements silencieux, que la lumière naissante attire les projections, que l'évolution intérieure devient un miroir déformant pour les autres, et que tout ce qui est en toi, non résolu, va être testé dans la matière. Les premiers signes de cette attaque sont discrets. Tu sens une fatigue anormale après certaines rencontres. Des mots te blessent, plus qu'ils ne le devraient. Tu rêves que tu retombes dans d'anciens schémas. Tu ressens des tentations de revenir en arrière, de te faire petit, de douter de ce que tu as vu. Tu remets en question ton ressenti, ton intuition, ton avancée. Et c'est ainsi que commence la véritable bataille. Pas contre les autres, mais contre l'ancien. En toi qui cherche encore à plaire au monde. Puis viennent les phases plus dures. Des conflits surgissent, des figures d'autorité te testent. Tes proches exigent des explications que tu ne peux pas donner. Tes relations s'écroulent. Pas parce que tu as changé brutalement, mais parce que tu ne fais plus semblant. Parce que tu ne portes plus le costume. Parce que tu n'es énergiquement plus la même personne. Et ceux qui aimaient l'ancien, toi le ressentent. Ils ne savent pas toujours le formuler, mais ils sentent que quelque chose leur échappe. Et au lieu de s'adapter, ils résistent, ils attaquent, ils sabotent. Pas par méchanceté, par peur. C'est pourquoi tu dois activer le protocole de protection de conscience. Blavatsky l'enseignait sous forme d'image. La conscience est un manteau de feu. Tu ne dois pas le poser sur n'importe qui. Cela signifie choisir avec soin ce que tu révèles, à qui, à quel moment. Cela signifie renforcer ton espace intérieur avec des rituels, des silences, des retraits stratégiques. Cela signifie écouter ton corps lorsqu'il dit « cette rencontre m'épuise ». Cela signifie honorer ton intuition même quand elle n'est pas logique. Les neurosciences quand même confirment que l'intelligence intuitive du corps est souvent plus rapide et plus précise que l'analyse rationnelle. Blavatsky disait « Quand le monde devient flou, c'est que tu vois enfin clair. Et alors, au cœur de cette tempête silencieuse, quelque chose décroche en toi. Tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de vouloir être compris, tu arrêtes de lutter contre l'incompréhension. Parce que tu comprends, d'un coup, que ce n'est pas à propos des autres. C'était ton test, ta preuve, ton initiation. Et dans ce silence lucide, tu entends enfin la phrase qui te manquait depuis le début. Tu n'étais pas attaqué, tu étais initié. Et maintenant, tu dois apprendre à marcher avec cette vérité comme on marche sur une corde tendue au-dessus du vide. Parce que, après l'initiation, vient l'épreuve de stabilité. Le monde ne va pas se réorganiser autour de ta transformation. Ce sera à toi de danser avec les anciennes structures, sans te laisser capturer. Blavatsky parlait ici de l'art du double regard, voir la réalité et l'illusion en même temps, sans se perdre dans aucune. Cela demande une vigilance quotidienne, un ancrage dans le corps, une clarté mentale, et surtout un silence volontaire. Ce silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la discipline de ne pas nourrir les anciennes boucles, de ne pas expliquer ta vérité à ceux qui ne veulent que la déformer, de ne pas défendre ton éveil comme un territoire assiégé. C'est un silence noble, stratégique, solaire, le silence du guerrier qui a vu et qui n'a plus besoin de convaincre. Blavatsky disait « Le véritable connaisseur ne parle que quand le silence a parlé en lui. Et c'est dans ce silence-là que tu accéderas au prochain seuil.
celui où la transformation cesse d'être une expérience personnelle pour devenir un rayonnement. Mais ce seuil, il te faudra le mériter. C'est à partir de ce seuil que l'épreuve ultime commence. Non plus dans les doutes, non plus dans la solitude, non plus dans la douleur, mais dans la lumière même. Parce que, vois-tu, c'est quand la vérité commence à briller en toi que l'ego déploie ses dernières armes. Blavatsky appelait cela l'ombre lumineuse, cette phase où, alors que tu croyais avoir atteint un palier, un calme, une maîtrise, surgit une forme plus subtile de sabotage, plus raffinée, plus noble en apparence, mais tout aussi dangereuse. Tu crois que tu sais, tu crois que tu es prêt, tu commences à parler avec certitude, tu te sens guidé, tu aides les autres, tu exposes tes intuitions. Et c'est justement là que le nouveau masque de l'illusion se glisse. Car il se déguise en vérité, il parle comme elle, il agit comme elle, mais il est encore construit par les fragments de l'ancien toi qui n'a pas totalement été transmuté. Blavatsky écrivait « L'ultime prison de l'âme, c'est sa propre clarté mal digérée. » La science le corrobore à sa manière. En psychologie cognitive, on appelle cela l'effet Dunning-Kruger spirituel. Un phénomène où plus une personne pense avoir compris les mécanismes de l'esprit, plus elle surestime sa capacité à les incarner avec justesse. Le danger n'est plus l'ignorance, mais l'orgueil subtil. Le cerveau adore créer des raccourcis. Et même dans la quête spirituelle, il recrée des illusions de contrôle. Ce sont des pièges dorés, des mirages de sagesse, des échos de vérité non encore incarnés. Les anciens le savaient. Dans les traditions mystiques, chaque réalisation était suivie d'une phase d'épreuve silencieuse. On testait si l'éveil était stable, si la lumière n'était pas devenue un nouveau masque. Dans la Kabbale, c'est la phase trompeuse de Yesod, où l'initié croit avoir atteint le sommet, mais n'a pas encore transcendé sa personnalité spirituelle. Dans le bouddhisme, c'est le démon du 6e voile, celui qui se présente sous forme de paix absolue, mais qui n'est qu'une pause avant la vraie dissolution. Les signaux sont là, discrets mais constants. Tu sens que tu commences à parler plus qu'à écouter, que tu expliques ce que tu vis au lieu de le vivre, que tu ressens le besoin d'être reconnu comme quelqu'un de éveillé, que tu doutes moins, mais que ta compassion s'amenuise, que tu veux aider les autres, mais que tu ne supportes pas leur rythme. Ces signes sont des alertes, non pas pour t'humilier, mais pour te ramener à la vérité. Tu es encore en chemin. Puis vient le moment où la réalité frappe. Une erreur, un jugement, une perte, quelque chose que tu n'avais pas anticipé. Et là, tu sens que ton socle n'était pas aussi profond que tu le croyais. Ce n'est pas une chute, c'est un recentrage. C'est le sol qui s'ajuste sous tes pieds, pour t'inviter à descendre encore. Blavatsky disait « Quand la vérité te corrige, ce n'est pas une punition, c'est une boussole. C'est dans cette phase que tu dois activer un autre type de protection. Celle de l'humilité vivante, non pas comme une posture, mais comme une respiration. Cela veut dire écouter ce que tu ne veux pas entendre. Cela veut dire ralentir là où tu voudrais briller. Cela veut dire retourner dans le corps, dans les gestes simples, dans les silences partagés. Cela veut dire continuer à apprendre, même quand tu crois avoir compris. La science appelle ça le mindful learning, la capacité à rester en apprentissage permanent, même dans les domaines que l'on maîtrise. Et à mesure que tu restes dans ce flux, quelque chose se stabilise. Pas un savoir, pas une posture, mais un état d'être. Un calme qui n'a pas besoin d'être défendu. Une clarté qui n'a pas besoin d'être proclamée. Un silence qui dit tout. Et alors, tu accèdes à ce que Blavatsky appelait le regard neutre. Cette conscience qui voit, qui aime, qui comprend, mais qui n'interfère plus. Tu es devenu l'espace même. Et dans ce vide plein de tout, tu entends enfin l'écho le plus profond de toute transformation. Ce n'est pas toi qui portes la vérité. C'est elle qui t'a porté jusqu'ici. Et là seulement, tu peux entrevoir l'ultime porte. Celle qui ne s'ouvre ni par la volonté, ni par la souffrance, ni par la discipline, mais par la dissolution. Ce n'est qu'après avoir traversé toutes les illusions que la véritable rencontre peut enfin se produire. Pas une rencontre avec un guide, ni avec une idéologie, ni même avec une grande vérité, mais avec ce que Blavatsky appelait le soi transparent. Ce noyau d'être que rien ne peut définir, que rien ne peut posséder, que rien ne peut réduire. Le soi qui n'a pas de nom, pas d'histoire, pas d'attente, mais qui est là. Immobile, témoin, radieux, tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas l'atteindre par les méthodes de surface. Tu ne peux pas le revendiquer. Tu peux seulement t'y rendre. Et pour t'y rendre, il faut mourir symboliquement à tout ce que tu croyais être. C'est la dernière mort, la plus douce, la plus terrible, parce qu'elle ne prend rien de concret. Mais elle détruit toutes les attaches invisibles que tu avais encore. Ton idée de mériter, ton besoin de comprendre, ton envie d'évoluer, même ça doit être offert. Blavatsky écrivait « Le soi réel n'arrive que quand le chercheur désespère de chercher. Il ne trouve plus, il devient. » Et c'est là que commence la véritable transformation. Non plus comme un processus, mais comme une nature, tu n'es plus en train de te découvrir. Tu es la découverte elle-même. Tu n'es plus sur le chemin. Tu es le silence sous le chemin. Et ce silence
transforme tout autour. La science commence à peine à frôler cette réalité. Des neuroscientifiques comme Dr. Andrew Newberg ont observé que les états de conscience les plus profonds, ceux de méditation avancée, de transe mystique, s'accompagnent d'une désactivation temporaire du lobe pariétal, la zone du cerveau responsable du sentiment d'identité et de séparation. Le ressenti rapporté ? Unité, clarté, compassion sans objet. Là où le moi disparaît, la réalité se dévoile sans filtre. Toutes les traditions mystiques pointent dans cette direction. Le Christ disait « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd, pour moi, la retrouvera ». Le Bouddha parlait de nirvana, comme de l'extinction de l'ego et des désirs. Les soufis appelaient en cela le fana, la dissolution de l'âme dans le divin. Toutes ces voies mènent au même vide, plein. À cette ultime perception où tu comprends que tu n'as jamais été séparé, que tout ce que tu as cherché à l'extérieur était déjà toi, mais tu étais trop rempli de toi pour le sentir. Et quand tu arrives là, tu ne brilles pas, tu n'enseignes pas, tu n'expliques rien, tu vis, tu traverses le monde avec une légèreté profonde, parce que tu sais que tout est en train de passer, même ce que tu crois comprendre, même ce que tu crois être. Blavatsky disait « La vérité ultime n'a pas besoin de témoins. Elle se manifeste par la paix que tu laisses derrière toi. Alors tu vis comme un feu doux, comme un regard qui ne juge plus, comme une présence qui guérit par sa seule cohérence. Tu n'as plus besoin de défendre l'invisible. Tu l'incarnes, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu rayonnes, et sans même le savoir, tu deviens le seuil pour les autres, le miroir silencieux, le souffle qui rappelle que tout est possible, et peut-être que dans ce souffle, quelqu'un un jour s'arrêtera, sentira, et se souviendra de lui-même. Et ainsi, le cercle se referme, pas comme une fin, mais comme un commencement qui n'a jamais commencé.